Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Ok, donc bonjour à tous, bienvenue pour le 29e épisode de Lift Talk. Aujourd'hui, en compagnie de notre gros Gigi, papa avec le gros Victor, parce qu'il a pris des vacances, il en a marre du podcast. Et, et donc aujourd'hui, on va traiter comme d'habitude plusieurs sujets qui, j'espère, vous intéresseront. Là, en plus, j'ai la chance d'être aussi avec un autre coach qui coach en street workout et en street lifting. Qui a une vision globale des choses et ce qui va être intéressant pour les sujets à venir, on va pouvoir peut-être avoir des avis divergents et donner notre point de vue là-dessus et faire avancer un peu les choses parce que c'est le but du podcast. Donc déjà, je suis très content de t'avoir ici, Gigi, et je vais te donner la parole, Merci. laisser te présenter. Toi, en tant que coach, en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu fais? Voilà, vas-y, raconte-nous tout, Gilles. Super, merci. Déjà, merci du coup pour l'invitation. Et petite pensée à Victor du coup qui est pas là. Donc moi c'est Gigi, donc je fais du street depuis à peu près 5 ans. Donc voilà, après donc j'ai fait des études pour me former après sur tout ce qui est coaching, etc. Donc j'ai commencé à coacher un petit peu il y a un an, on va dire. Voilà, et là récemment avec 3 collègues, donc on a fondé une association de street sur la Bretagne, donc la E-Squad. Et c'est déjà pas mal. Donc toi, il me semble que quand même, tu es très solide en street workout. T'as des titres à ton actif là? C'est le moment, hein. Ouais, on a des titres. Après, tu sais, les titres, ils valent ce qu'ils valent, hein. Oui. Comme la fédération n'est pas encore très reconnue. Mais ouais, champion de France donc en dips, poids du corps, dead stop. Et troisième de France en traction, dead stop, poids du corps. Et Et, après, quelques titres des compétitions comme ça, privées, quoi. et ça représente quoi en termes de répétition, par exemple, les tractions et les dips, pour que les Alors, en gens aient termes de une idée? répétition, ouais, pour avoir un ordre d'idée, en dips, c'était 115 environ de mémoire. En dit Donc, stop? tu sais, un dead stop, ouais, un dead stop à la table avec 2 secondes max en haut. Ouais, c'est long, hein. Est-ce que C'est très tu long. es humain? Est-ce que tu es humain? Bien sûr, bien sûr. Et en traction, 35-37 dans les environs, je ne me rappelle plus exactement. Ça paraît moins impressionnant dit comme ça, mais pareil, c'est avec des règles bien précises, un desktop à respecter, etc. Donc, ouais, 35-37 dans les environs. Ah ouais, c'est solide. Et toi, tu pèses combien? Tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m80 pour 73-74 kilos en période normale. Et après, souvent pour les compétitions, soit je reste à mon poids, soit je descends en moins de 72-73 selon les compétitions, quoi. Ok, parce qu'il y a des KT de poids aussi. C'est quoi un peu les KT de poids en street workout? Ça dépend des Ah, compétitions. C'est ça. Souvent, ça va être soit par dizaine, donc moins de 70 ou alors moins de 80. Ou alors, ils vont trancher souvent à 72-73 kilos pour trancher les KT. Ça va dépendre en fait des compétitions. et il y a un peu moins en termes de nombre de catégories, il y en a un peu moins, par exemple, qu'en street lifting, j'imagine. Ouais, il y en a beaucoup moins. Ouais, souvent, il y en a beaucoup moins pour simplifier, avoir moins de podiums, etc. et simplifier l'organisation. Et peut-être qu'aussi, je me dis que, en gros, la moyenne des poids, il n'y a pas une différence énorme comparé au street lifting. J'imagine que les mecs, ils font plus entre, allez, 65 et 85 Mm. kilos, quoi. Non? Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les poids légers ou les poids moyens. Évidemment, il y en a beaucoup plus. Mm.
Ok, là, t'es coach. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité de coaching? Ouais, ouais, bah, j'ai commencé du coup l'année dernière quand j'ai eu donc mon DUG. Donc moi j'ai fait un parcours STAPS entraînement sportif comme je pense beaucoup. Donc j'ai commencé après la fin de la L2 quand j'ai eu mon DUG. Et là du coup j'ai fini ma L3, donc j'ai eu après le diplôme préparateur physique et préparateur mental. Et donc je fais ça un petit peu en ligne, mais c'est pas on va dire mon activité principale, c'est plus on va dire pour le kiff, parce que j'aime bien, et parce que c'est mon sport et c'est ma passion. Et après à côté, donc je suis embauché, enfin je suis licencié salarié pardon, dans une salle de sport, dans une salle de sport en temps plein. Ok. Et toi, Avec plus de t'es situé à Brest, c'est ça? à Brest, c'est ça exactement. Ok. Tout au bout, Ok, tout au bout du bras de la France, là-bas, là. exactement. Une très belle région, la Bretagne, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. On va faire les chauvins un peu, là. On met de la Bretagne en avant. Il Eh faut. ben, exactement. Et d'ailleurs, la Bretagne, qui est quand même, je tiens à le souligner, la région la plus dynamique en termes Mm. de street workout, street lifting après l'Île-de-France, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Après l'Île-de-France, ouais. Bah, en tout cas, moi, de ce que je connais, ouais, ouais, c'est dynamique, ouais. Mm, mm. Et justement, toi qui es un peu dans le milieu depuis un moment, comment tu as vu l'évolution de la pratique moi, je vois ça un peu de l'extérieur et on va dire que j'étais un Mm, peu mm, mm. dedans, mais avant, c'était un peu ouais, street workout avec du statique, etc. Et là, maintenant, ça a un peu évolué sur du street lifting, etc. Comment toi, tu as vu tout ça en tant qu'athlète ou même en tant que coach et qu'est-ce que tu penses un peu de cette évolution? Ouais, ça a bien évolué, franchement. Je te dirais qu'il y a du positif et peut-être un petit peu aussi du négatif. Il y a surtout bah, le street lifting, de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça, qui s'est beaucoup démarqué avec la FNSL, du coup, qui a été instaurée. Donc ça, je pense que c'est un point très positif parce que les compétitions sont beaucoup mieux structurées, plus organisées, c'est plus carré en gros que ce qu'il y avait avant. Et peut-être après, petit bémol que je mets, enfin, un point négatif que je vois, c'est qu'avant, tu vois, tout ce qui était, on va dire, vision poids du corps et la vision lesté, ça cohabitait assez bien. Il y avait une entente similaire et c'était un peu toute la même communauté. Et maintenant, je vois du coup qu'il y a un peu deux familles qui veulent enfin, ouais, je sais Ouais. pas si famille c'est le bon terme, mais il y a une division, on va dire, qui se fait petit à petit, quoi. Ouais, ouais, on observe un peu une scission, Mm. peut-être deux camps qui ont des visions un peu différentes. Ouais, on va dire que c'est un peu dommage parce que on peut avoir des avis divergents et à bien communiquer et faire évoluer un peu la réflexion. Et par rapport aussi, moi, la question que j'aurais, c'est par rapport justement au développement des compétitions en 7N rep, en statique. Mm, En fait, je pense qu'il y a je sais pas ce que t'en penses toi, mais il y a quand même un truc à pousser à ce niveau-là, justement pour combler peut-être un peu le manque que certains déplorent. mm. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, mon avis là-dessus, justement, c'est que la FNSL a fait un truc très très bien et que je pense que justement tout ce qui est set and rep ou peut-être même les autres disciplines, donc statique et puis freestyle, ils auraient peut-être des choses justement de bien apprendre dans ce qui a été fait en lesté, des, des choses, des conseils à appliquer tout simplement et à apprendre. Et, c'est pas fait malheureusement. Ok, et donc quand on a défini tout ça, parce que je te posais la question, mais j'avais la réponse déjà, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre en place pour résoudre un peu ce problème? En plus, set and rep poids du corps, tu parles? Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah déjà d'avoir, comme dans la FNSL, une vidéo qui explique chaque mouvement avec des règles qui soient tout le temps les mêmes. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, les gens qui organisent leur compétition à titre privé, bah, ils créent un peu leurs propres règles. Des fois, tu as un desktop, c'est 1 seconde, des fois, c'est 2 secondes, des fois, c'est 3 secondes, des fois, tu as le desktop qui est illimité, des fois, tu as le droit de faire 3 no-reps et de continuer. Des fois, à partir de 3 no-reps, c'est fini, tu dois lâcher la barre. Enfin, tu vois, d'avoir vraiment des règles qui soient tout le temps les mêmes, transposables en fait, déjà. Ça, c'est un gros point positif, je pense, que la FNSL a fait, c'est qu'ils ont imposé direct leurs règles, et maintenant tout le monde reprend bah, les mêmes standards en fait.
Ouais, Donc, uniformiser les règles, quoi. bah oui, Et, oui, c'est ça. Et pareil, comme on parlait un petit peu avant sur les catégories de poids, déjà, bah, voilà, tu définis les catégories de poids et après tout le monde reprend les mêmes, tu vois. mais là, on voit qu'il y a quand même, je sais pas, Mongeron qui se démarque un peu au niveau Mm, organisation. mm, Euh, mm. Après, moi, je connais Yanis qui fait partie de l'organisation. Ouais, Mais c'est vrai que ça, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau national. Après, je sais pas si c'est leur ambition, mais il y aurait vraiment quelque chose à pousser là-dessus, quoi. mm, mm, mm. Bah ouais, complètement. De toute façon, c'est en train de se faire. C'est en train de se faire, si tu veux, là, dans l'autre fédération, donc FNSWC, dont moi je fais partie du comité. Après, je suis pas dans les membres les plus actifs, mais du coup, je fais partie, donc je vois un petit peu ce qui essaie de se faire et tout. Et justement, ceux qui dirigent du coup Mongeron, enfin Atlas Corporation, ils font partie pareil de ce comité-là. Et en fait, c'est un peu eux qui ont pris la main en fait de la fédération maintenant et qui essayent justement de faire un peu bouger les lignes. Donc ça, c'est bien parti. Après, j'avoue que c'est un petit peu lent, quoi. Ok. Mais là, tu vois, ils ont organisé les championnats de France là en septembre. Donc on va voir ce que ça va donner, quoi. Ok, donc ouais, finalement, ils ont déjà pris en charge les trucs et ok, bah franchement, c'est super. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer et tout, mais j'ai des bons retours, moi, en tout cas, sur l'orga par rapport à tout ça et je trouve vraiment que c'est une bonne initiative et c'est ce qui me manquait. Et du coup, je pense que ça va peut-être même apaiser peut-être certaines tensions de gens qui voyaient en fait cette domination, enfin domination, le Hum, terme est hum, un peu fort, mais cette dominante du street lifting prendre hum, le hum, pas un peu sur le street workout, ce qui n'était pas, c'est pas l'ambition de la FNSL ou quoi, mais et qui occultait un peu le street workout. Et là, bah, il y aurait en gros de la place pour tout le monde pourrait faire les compétitions enfin, de street workout, de street lifting, faire les deux en même temps, etc. Et hum. parce il y avait un peu ce truc de ouais, la FNSL, peut-être qu'elle devrait intégrer d'autres formats. Mais enfin, je sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que elle s'est plus positionnée en tant que spécialiste street lifting. Et Ouais. justement, bah, je pense qu'il y a d'autres fédérations qui peuvent prendre la main sur le street workout, le set and rep, etc., quoi. Ouais, ouais, ben, bien sûr, bien sûr. Bah, il y a beaucoup à apprendre, comme je disais avant, je pense, de la FNSL, hein. Faut pas justement rester jaloux et se dire oh, ils sont dominants. Il faut au contraire voir pourquoi ça a mieux fonctionné, en fait, tout simplement. Et essayer d'en tirer les leçons qu'il y a à en tirer, tout simplement. Ah, c'est clair. Ouais, parce que Mhm. moi aussi, je trouve ça dommage un peu la guéguerre qu'il y a entre les street workers et les street lifters. Mhm. Euh, ouais, tu vois, après, il y a des affinités forcément qui se créent. C'est pas non plus le monde des bisounours, mais on fait partie, et c'est vrai, de la même famille. Et c'est vrai que c'est bête d'avoir ces oppositions comme ça, alors qu'en fait, c'est quand même assez différent maintenant. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que le street lifting prenne un peu de, comment dire, de distance Ouais. avec le street workout. Et enfin voilà, mais en soi, enfin franchement, je trouve ça super ce qu'ils font parce que je savais même pas qu'ils allaient faire les championnats de France là, Atlas Corporation, c'est vachement bien, hein. Ouais. Ouais, ouais, ils font ça sur 2 week-ends. Donc, il y a un week-end sur Montgeron et après un deuxième à Paris, à Châtelet. Ok, Et tu as différentes épreuves. En gros, si tu veux, tu as ce qu'ils appellent du multi-lift. Donc, en gros, c'est des max reps en lesté avec une charge fixe. Je me ouais. rappelle plus des frappes, mais tu vois, c'est aux alentours des 20-30 kilos à peu près. Peut-être même 40, c'est possible. Et tu as un cumul après de points sur l'ensemble des mouvements. Tu as donc des battles, en circuit, donc un contre un, 2 contre 2 aussi. Et des max reps aussi au poids du corps classique. Et après, avec ça, tu as la possibilité d'être qualifié pour un truc européen avec une autre organisation privée. Ah ok, Donc, d'accord. ce qu'ils font en vrai, c'est vraiment top. C'est de mieux en mieux. Mais après, c'est vrai qu'il y a moins d'engouement. La com, elle est peut-être moins bien faite aussi. Donc, on verra si ça prend, quoi. Ok. Mm, Ouais, mm. enfin,
moi, je vois les compétitions qui se font, surtout à Montgeron, et même ne serait-ce que, tu vois, les compètes que vous avez faites, ou même les rassos, il y a quand même pas mal de monde qui pratiquent le street workout, quoi. Et Ouais, qui, ouais. je pense, kifferait pouvoir participer à des compétitions, etc. Enfin, je pense qu'il y a une demande là-dessus, quoi. Enfin, Bah ouais, complètement. Il y a une grosse demande. Je sais que par exemple, tu vois, nous, avec notre asso, avec la S-Squad, on avait fait un événement de street workout, entre guillemets, donc au parc, etc. Et donc c'était un événement, c'était pas une grosse compétition. Et on a eu justement des retours de personnes qui nous ont dit, ah, c'est dommage, nous, on attend justement d'avoir une grosse compétition, tu vois. ah bah, il y Donc a ouais, un ouais, il y a la. truc à Après, il faire, faut hein. faire ce qu'il faut derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah, on a fait un peu le tour du premier sujet. Du coup, on va passer à la suite et on va plutôt justement parler de tout ce qui est aspect du coaching et des coachs. Et toi qui es un coach, je voulais savoir ton point de vue là-dessus. Pour toi, qu'est-ce qui définit un bon coach? Un bon coach, pour moi, il y a plusieurs points. Déjà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de son athlète, qui arrive à prendre du recul, à avoir l'intelligence de se dire que chaque athlète, chaque personne est différente et que c'est pas parce qu'il a fait quelque chose avec une personne A que ça va marcher avec une personne B et qui est tout le temps dans la remise en question aussi de soi-même, de ce qu'il fait. Et c'est déjà pas mal. Et je dirais aussi un bon coach, c'est quelqu'un aussi qui pratique le sport dans lequel il est coach. Ok. Je sais pas Et si tu as d'autres points à ajouter. bah, je dirais aussi, après ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais l'adaptation, Mm. que rien n'est figé et tout est adaptable en temps réel en fonction bah, des événements en fait. Et ça, c'est hyper aussi important. Faut jamais avoir un truc figé, et c'est vrai, faut toujours être à l'écoute. Et des fois même, faut creuser des fois un peu. Parce que les personnes, des fois, elles osent pas dire les choses. Et Ouais. justement, je trouve que l'aspect humain dans notre métier, et, euh, et tu vois, il y a des gens qui dénigrent un peu le coaching à distance en disant ouais, non, moi, ça, j'aime pas. Il n'y a pas ce côté, tu vois, cette proximité avec les gens. Et moi, je suis Mm. pas d'accord avec ça parce que je trouve même que dans une certaine mesure, on est quand même peut-être même encore plus proche que quelqu'un qu'on coacherait en salle. En fait, c'est quand même très différent. C'est différent, ça, c'est clair et net. Moi, pour Mm. avoir fait les deux, en fait, c'est deux publics qui sont différents souvent. Quand tu coaches en salle, en gros, c'est de la remise en forme, etc. C'est quand même assez rare, sauf peut-être dans des studios de coaching spécialisés dans telle ou telle méthode. Mais à distance, c'est plutôt des gens très impliqués dans leur pratique, des Mm. athlètes, des gens qui veulent progresser réellement. Et du coup, je trouve qu'il y a une proximité, enfin, il y a une relation peut-être encore plus proche, même s'il faut garder une certaine distance en tant que coach. On n'est pas amis, même si on peut créer des affinités avec le temps et que les athlètes finissent par devenir nos amis, tu vois, ça arrive. Ouais, Mais ouais. je trouve que l'aspect humain, il est hyper important et savoir s'adapter aussi à la personnalité des gens que tu as en face de toi. Même un truc tout bête, mais tu vois, des hommes et des femmes, des gens qui peut-être, eux, leur moteur, ça va plus être l'ego, alors que à l'inverse, d'autres, si tu stimules leur ego, tu vas peut-être les blesser, etc. Enfin, et ça, c'est aussi, je pense, une certaine sensibilité qu'il faut avoir. Euh, Mm. et voilà, enfin, en gros, ça complète un peu ce que tu disais, qui était très bien aussi, hein. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de relationnel. Et effectivement, c'est vrai qu'en distanciel, tu peux, je pense, même être presque plus proche des personnes parce que c'est plus facile, enfin, pour certaines personnes, c'est plus facile de s'exprimer sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent sur un téléphone quand il y a cette petite barrière plutôt que en face à face. Et surtout que le coaching en présentiel, souvent, tu vois, quand tu fais de la remise en forme, etc., les personnes, tu les vois 1 heure ou peut-être 2 heures dans la semaine. Ouais. Et après, c'est
Alors qu'en distanciel, finalement, tu peux parler un peu presque tous les jours, toute la journée, constamment, en fait, avec les athlètes. Du coup, tu as effectivement une meilleure relation. Et après, avoir un bon coach, je pense aussi qu'il faut avoir effectivement des connaissances, tu vois, théoriques, etc. Mais un bon coach, c'est quelqu'un qui a un bon relationnel et qui arrive à aussi avoir la confiance de son athlète. Ah ouais, bah, carrément. Moi, je préfère, tu vois, un coach qui a peut-être un petit peu moins de connaissances théoriques, mais qui a un bon relationnel. Du coup, l'athlète, il croit en ce qu'il fait, il croit en son coach, il croit en la méthode et il y va à fond, que juste un mec qui a full théorie, qui a aucun relationnel, et après, l'athlète derrière, il est perdu, il sait pas trop ce qu'il fait et pourquoi il fait, tu vois. Ah, c'est clair, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, tu disais, et là, moi, je te rejoins là-dessus. Peut-être que j'apporterai quelques nuances par la suite, mais tu disais que être un bon coach, c'est quand même aussi savoir de quoi on parle et du coup avoir pratiqué ce qu'on enseigne. Ouais. Ça, moi aussi, je trouve ça primordial. Mais si on pousse le truc un peu plus loin, est-ce que un bon athlète est un bon coach? Quand je dis ça, ça veut dire un athlète qui est en même temps coach. Ouais. Ben, ça peut, comme ça ne peut pas, en fait, ça dépend de chaque personne. Donc, c'est pas parce que tu es un très bon athlète que tu seras forcément un bon coach. Mais il y en a. Et je pense qu'à l'inverse, il y en a qui sont très bons athlètes et qui pour autant sont coachs et n'ont pas forcément eu la meilleure façon de faire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, Mhm. moi, ce que je dis souvent, c'est que tes résultats en tant qu'athlète sont complètement différents des résultats que tu vas avoir en tant que coach. Et Ah, bien souvent, sûr. l'erreur qu'on voit, après ça c'est plus de la communication, c'est un peu différent, mais ce qu'on voit c'est que certains comment se donnent une légitimité par les performances en tant que coach, alors qu'ils Mhm. devraient peut-être, alors peut-être aussi garder une partie performance, parce qu'il y en a qui aiment ça et ça donne confiance aux gens, mais aussi peut-être intégrer les résultats qu'ils ont en tant que coach. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, c'est toujours intéressant de partager ça, ouais. Mhm. Et surtout que. Tu m'entends ou pas? Ouais, ouais, je t'entends bien. Ouais, ça a bugué moi sur mon écran. Ok. J'allais dire, des fois, quand tu es un très bon athlète et que tu arrives à un bon niveau, en fait, ça, c'est une idée que j'ai, un constat que j'ai. Tu peux arriver, en fait, tout est un peu en pilote automatique. C'est-à-dire que toi-même, tu sais même plus comment tu fais tes gestes, tu les fais parce que tu les as bouffés des centaines de fois et tu les fais juste à chaque fois, tu essaies de mettre un peu plus d'intensité, etc. Et après, quand tu dois refaire le chemin inverse, de venir avec un athlète, tu vois, un peu plus intermédiaire et devoir lui expliquer, lui faire apprendre un mouvement, bah, parfois, ça peut être super compliqué parce que toi-même, tu sais même plus comment tu as fait. Ouais, c'est ça. Et ça, je crois que j'en avais parlé avec Victor. Ouais. La pédagogie, en gros, c'est de la pédagogie, ce que tu décris là. Et Mm. en fait, il y a certains athlètes, souvent les top athlètes, les champions, en fait, ils sont tellement doués qu'ils assimilent les mouvements, même ne serait-ce qu'en les regardant. En fait, ils n'ont Ouais. même pas besoin de conscientiser tellement les choses. Et en fait, ils arrivent à retranscrire hyper facilement. Et ensuite, effectivement, bah, ça peut être hyper compliqué pour eux d'expliquer. Et je dirais encore plus, vu qu'ils se sont très peu confrontés à des problèmes Mm. techniquement, bah, pour eux, ça peut être un frein à ce niveau-là, au niveau du coaching. Après, Mm. voilà, on met de la nuance. Il y a aussi des bons athlètes qui sont des bons coachs. Ouais, ça, là-dessus, je te rejoins vachement, quoi. Mm. Et peut-être pour approfondir, peut-être un cas qui pourrait être intéressant, c'est quelqu'un qui commence à coacher alors qu'il a un niveau, disons, intermédiaire et qui continue à coacher jusqu'à arriver à un top niveau et qui, du coup, a conscientisé, tu vois, tout son processus, toute son évolution et qui, du coup, sait par quel problème il est passé et sait aussi les ressentis que ça procure d'être en difficulté face à une charge ou face à un problème technique sur un mouvement quand ça met des fois des semaines à se corriger. Et tu sais, s'il le conscientise et qu'il s'en rappelle, je pense que c'est aussi plus simple après pour le réexpliquer à ses futurs athlètes, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, si on prenait, enfin, on va dire l'exemple un peu inverse, opposé, tu vois, Ouais. un mec qui est pas très doué, etc. Mm. Est-ce que lui, potentiellement, il peut être un bon coach? Ouais, bien sûr.
Bien sûr, après, pour être coach, aussi, il faut avoir des clients, donc tu as toute une stratégie à mettre en place. Il y en a justement, leur stratégie, c'est de balancer leur perf, montrer que c'est un peu les meilleurs, et il y en a que ça fait rêver. Et à l'inverse, tu as une autre stratégie, c'est de miser plus sur tes connaissances. Et à ce moment-là, c'est ce que ce type de profil-là va faire. Et c'est pas parce que tu n'as pas un top niveau que tu n'es pas un très bon coach. Pas du Ouais, tout. ouais, c'est ça. Après, je pense qu'il y a peut-être des limites dans le sens où, effectivement, quand tu as un athlète qui a des charges, enfin qui joue avec des charges que toi-même tu connais pas, je pense qu'au début tu dois peut-être bien réfléchir et prendre des pincettes sur comment tu programmes en fait. Ouais, c'est ça. Faut avoir, je pense, un minimum de légitimité au niveau de la pratique, ça c'est clair. Et puis Ouais, avoir vécu certaines choses. Et je dirais que, parce que ça, j'avais été l'invité du podcast d'Alexandre, tu sais, Alexandre 012 Workout et Morgan, là. ouais, ouais, Euh, je vois. et en fait, c'est ce que je disais personnellement par rapport à mon parcours, c'est que vu que je me suis confronté avant même de me mettre au streetlifting, quand je faisais de la musculation plus classique, Ouais, vu que de base, en fait, je suis pas fait pour exceller dans cette pratique-là, j'ai été très vite confronté à des problèmes, ce qui m'a fait réfléchir sur ma façon de m'entraîner, etc. Je me suis confronté à des problèmes. Et c'est vrai que, par exemple, pour des athlètes, des top athlètes, des champions, des gens qui sont vraiment faits pour la discipline, vu mm, que c'est assez fluide au niveau de la progression, il y a des choses même, c'est difficile à faire face, tu vois. Par exemple, un mec va se blesser ou un mec, je sais pas, il va avoir des problèmes techniques sur un truc récurrent, ça va peut-être poser problème, quoi. bah ouais, c'est sûr. Mm. Et justement, Là, comment? je peux te donner un exemple là, si tu veux, qui me vient en tête sur moi-même. Vas-y. Euh, Là, depuis quelques mois, tu vois, je collabore avec Maxime, que tu dois sûrement connaître. Le gros Maxime. Le gros Maxime, à petite dédicace à lui. Et ben, au début, quand j'ai commencé à le suivre, j'ai beaucoup dû réfléchir, tu vois, notamment sur le squat, ce qui squatte quoi, il squatte 250 ou 260 à peu près. Moi, le squat, c'est pas un secret, c'est pas du tout mon point fort. Je me suis dit, j'avais du mal à me rendre compte. Je me suis dit, bah, attends, c'est le travail, vers combien il va les faire à peu près, etc. Tu vois, et c'est une limite qu'on peut avoir. Après, évidemment, avec les semaines, etc., j'ai réussi à comprendre un peu, à juger. Mais au début, c'est sûr que quand t'as pas un top niveau sur un mouvement ou sur un sport, c'est compliqué après d'estimer, d'anticiper les ressentis que va avoir sur des plus grosses intensités, que ce soit sur la récupération, sur le format de travail, l'intensité, etc. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, des fois, tu apprends. Enfin, moi, je trouve que la théorie, au début, elle est importante. Et même, c'est important de toujours continuer à s'informer au niveau voilà, des études scientifiques, etc. Toujours à apprendre. Voilà, avec des pincettes. Mais je trouve que le terrain ne remplacera jamais la théorie et que le terrain, vraiment, Ouais, l'expérience en tant que coach, c'est vraiment ce qui va faire la différence, en fait. Et en fait, ouais. plus tu auras été confronté à des profils différents, à des problématiques différentes, plus, en gros, tu vas Mhm. développer tes skills en tant que coach. Et en gros, plus tu vas être un bon coach. En gros, c'est la Mhm. cumul peut-être des difficultés auxquelles tu vas être confronté qui va faire ou non ta capacité à être un bon coach, quoi. Ouais, ouais, exactement. Bah, moi, après, ça fait pas trop longtemps, tu vois, ça fait une grosse année. Et entre le début, quand j'ai commencé à avoir quelques personnes, et maintenant, je vois une très grosse évolution dans ma façon de réfléchir et dans ce que je propose. Après, c'est justement parce que j'ai toujours essayé de me remettre en question et d'essayer de comprendre, de tirer des leçons de ce que je faisais, des différents profils que j'avais. Et c'est pour ça que c'est un des premiers points que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, une des qualités d'un bon coach, c'est justement ça, c'est de toujours être dans la réflexion et dans la remise en question pour avancer et pour découvrir justement des profils ou des conditions qui sont différentes. Et toi, d'ailleurs, tiens, j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu Ouais, préfères
toi qui es justement issu de base du street workout, est-ce que tu préfères coacher des mecs en street workout ou en street lifting ou même dans d'autres disciplines? En streetlifting, direct. Ah ouais? Ah ouais, direct. Ah ouais, là. Je m'attendais pas à cette réponse. Ouais, je sais, ça se comprend parce que c'est pas là où j'excelle le plus, c'est un peu moins ma tasse de thé, on va dire, mais ouais, largement. Et alors, comment ça se fait alors? Les retours de séance en poids du corps, c'est trop long. Ah, c'est trop long, Ok, tout donc c'est... simplement. En streetlifting, sur les retours de séance, tu reçois des vidéos, ça dure quelques dizaines de secondes. Ah En oui, set and rep, un ok. mec qui te fait un circuit de 10-15 minutes et qu'il faut tout regarder, c'est super long. Ah ouais, donc c'est au niveau organisation, c'est plus compliqué le Ouais, street. organisation. Ah Ouais, ouais, ok, ouais. d'accord. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, du coup, quand je fais. Enfin, en fait, si tu veux, moi, je suis un peu hybride, mais en fait, j'alterne, tu vois, des phases de quelques mois où je fais du poids du corps, des phases où je fais que du street lifting, etc. Et en fait, pour ce qui est du set and rep, quand j'ai fait du set and rep, je me suis jamais fait coacher, j'ai toujours fait moi-même un peu, on va dire au jour le jour, un peu au feeling. Et sur les phases de street lifting, il y en a que j'ai fait tout seul. Et là, actuellement, depuis quelques mois, je fais encore du street lifting et je suis coaché. Et le fait de me faire coacher aussi en street lifting, ça m'a peut-être apporté plus de connaissances, plus de méthodes et de façons de faire. Et du coup, je pense qu'aussi par rapport à ça, je me sens plus à l'aise et plus ouais, en sécurité sur ça. Ouais, bah ça, je suis d'accord avec toi et je trouve ça aussi important. Et de même en tant que coach, des fois mettre ton ego de côté et décharger un peu mentalement et Mm. donner ça à un coach extérieur. En gros, se faire coacher parce que la majorité des coachs se font coacher et ils savent finalement l'importance que ça a parce qu'ils le voient sur leurs élèves et ils savent très bien qu'eux aussi peuvent en bénéficier. Et je trouve ça toujours bien, moi, d'avoir un œil extérieur et objectif sur ta pratique. C'est toujours enrichissant. Et puis même, peut-être, tu sais, passer un certain niveau d'implication dans ton sport. Je trouve ça important aussi de, si tu veux vraiment passer un cap, de prendre quelqu'un qui va t'accompagner, parce que je le dis toujours et on le dit tout le temps, c'est tu vas gagner du temps, quoi. Ah bah bien sûr. Bien sûr, et puis même ça t'apporte des nouvelles connaissances, des nouvelles méthodes. Par exemple, des fois, tu peux penser que sur un mouvement, je sais pas moi, techniquement, tu es très bien. Et peut-être que ton coach, lui, s'il a une vision différente de la technique, il va te dire, ah bah non, moi, je préfère que tu fasses comme ci, comme ça. Du coup, après, tu essayes, soit tu vois que ça te correspond, soit tu vois que ça te correspond pas. Mais même quand on arrive à un bon niveau, bon, c'est pas mon cas, mais je pense que même quand on arrive à un bon niveau, il y a toujours des choses à apprendre, hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Et Mm. justement, tiens, il y a un truc qui me vient. Toi, par exemple, qu'est-ce parce que en fait, ça, c'est intéressant. Pauline, elle a fait une story, là, enfin, pas une story, une publication là-dessus, un réel, où Mm. elle disait aussi, et ça, j'ai été vachement d'accord avec elle, parce que ça, c'est un sujet qui est peu abordé, le fait Ouais, de changer souvent de coach. ouais, ouais. Et, et toi, t'en penses quoi de ça? Ah bah moi, j'ai vu la publication et j'ai repartagé direct. Non, je suis d'accord sur ça aussi à 1000%. Effectivement, bah, de toute façon, comme elle l'a très bien dit, si tu changes tout le temps, à chaque fois, tu as une phase d'adaptation ou de coach, forcément, il faut qu'ils comprennent un peu euh, bah, toi, ton corps, comment tu récupères, etc., sur quoi tu es plus à l'aise, moins à l'aise, aussi ton train de vie, etc. Et effectivement, ça demande toujours une petite phase comme ça d'apprendre à se connaître finalement. Des fois, c'est plus ou moins long, des fois, ça se fait plus ou moins rapidement. Mais effectivement, si tu changes après de coach tous les 3 mois, à chaque fois, tu repars de zéro. Tu as une progression qui est en dents de scie énormément, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a des. En fait, tu dois te fixer un cahier des charges dans ta tête pour te dire, ouais, bon, là, effectivement, c'est pertinent de changer de coach. Là, c'est moins pertinent. Si par exemple, je sais pas, le coach, il n'arrive pas à te faire progresser au bout de 6 mois, il n'arrive pas à trouver de solution par rapport à tes problématiques, qu'elles soient de blessure ou techniques, qu'il ait une Ouais, mauvaise pédagogie, qu'il a un mauvais relationnel, etc. Là, oui, je pense que c'est des, comment dire, des raisons valables pour mm, migrer vers un autre coach.
En revanche, tu sais, il y a aussi le truc inverse où, par exemple, ça se passe bien, le coaching, mais la personne, en fait, elle a toujours ce truc, et ça, on est tous comme ça en vrai. On est tous comme ça. Faut pas mentir. En fait, on croit toujours qu'il y a une méthode où il y a des secrets qui vont nous faire progresser plus vite. Et en fait, il y a des gens qui se disent, bon, ça se passe bien avec mon coach, mais je progresse pas assez vite à mon goût. Vas-y, peut-être que je vais changer de coach, tu vois. Ouais, ouais, ça arrive, hein. C'est vrai en plus. Mais ouais, moi, ça, c'est pas forcément l'idée la plus pertinente, hein. Et même moi, tu vois, en tant que coach, quand je commence avec une nouvelle personne à collaborer, sincèrement, mon objectif, c'est de la garder le plus longtemps possible. Je me dis pas, on va faire un mois, après basta. Ça m'intéresse pas, moi. Même Ouais. pour les athlètes, c'est moins pertinent. Ouais, bah, moi, c'est clair. Comment après, moi, je fixe pas d'engagement, tu vois, mais Ouais, je dis toujours que, enfin, voilà, la moyenne, la durée moyenne d'une collaboration, on va dire, c'est 1 an, quoi, tu vois. ouais, Euh, ouais. et la personne, des fois, ce qui peut faire aussi qu'elle arrête sans pour autant aller vers un autre coach, c'est souvent aussi l'aspect financier. Faut le dire aussi parce que c'est un Bien coût. sûr. C'est Un un gros coup, ouais, c'est vrai. de se faire coacher. Surtout Mm. quand tu es jeune, tu n'as peut-être pas une situation financière vraiment solide, etc. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, c'est vraiment une charge importante. Mais ouais, Ouais, c'est vrai. enfin voilà quoi. Est-ce que toi, tu voulais rajouter des choses par rapport à tout ça? Je le prends de court, Non, le Gigi, là. ça résume la situation. Comment? Je le J'ai pas prends entendu. de court, le Gigi, là. Oui, 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 parce que je pensais d'ailleurs divaguer. Non, Mais non, non. pour moi, on a fait le tour. Pour résumer, on peut être un très bon athlète et un très bon coach, comme on peut être un très bon athlète et un très mauvais coach, malheureusement. Et on peut aussi être un mauvais athlète, mais un athlète qui s'entraîne quand même avec conviction, avec régularité, et être un athlète de niveau moyen intermédiaire, et pour autant être un très bon coach. Et, L'un n'empêche pas l'autre. et d'ailleurs, le conseil qu'on pourrait vous donner, après, ça va peut-être pas être un conseil hyper objectif, mais en vrai, c'est vraiment de la bienveillance. Et je veux dire, il y a pas de sous-entendu derrière ça. Mais ce qu'il faut que vous regardiez quand par exemple, vous vous rapprochez d'un coach, moi, je trouve que le truc le plus important, c'est les résultats et les retours qu'il a sur ses athlètes. Parce que si il y a que des perfs sur son compte et qu'en gros, on sait même pas qui il coach, on connaît pas les résultats qu'il a avec ses élèves, méfiance, 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 quoi. Parce que c'est quand Mhm. même le plus important et faut pas que vous fassiez avoir. Même si je trouve que ça évolue quand même vachement dans le positif là-dessus par rapport comment au public qui s'éduque vachement là-dessus et que avec la démocratisation des connaissances, l'émergence de coachs, de réels coachs, par exemple en streetlifting, bah ça c'est un truc qui est en train de changer parce qu'on voyait au début, tu avais même les coachs du power qui coachaient en streetlifting, mais parce que ça en fait les gens allaient vers eux par défaut parce qu'en gros il n'y avait pas de coach de streetlifting. Et ils se disaient, bon, les mecs peut-être les plus compétents actuellement et les plus sérieux, c'est sûrement les coachs de powerlifting. Et c'est un truc qui est en train, tu pourras donner ton avis là-dessus après, mais je trouve que c'est un truc qui est Ouais. en train de complètement disparaître. Et maintenant, les gens qui font du streetlifting se font coacher par des coachs de streetlifting, ce qui est totalement logique. Et ce que j'avais aussi prédit, parce que j'avais dit que en gros, c'est un débat actuel. Tu sais, il y a quelques mois, il y avait un débat, est-ce que les powerlifters sont légitimes pour coacher en Ouais. streetlifting? C'est un faux débat, en fait. C'est un truc, ça, dans quelques temps, et on le constate maintenant, c'est un truc qui est plus d'actualité, quoi. J'ai oublié le début de la réponse. Vas-y, vas-y. Euh,
C'était quoi le début de ta réflexion déjà? Le début de ma réflexion, c'était Ah oui, ah, sur les doivent pardon. avoir une pression visible. Si, les, c'était ça. les grandes lignes, c'était en gros que initialement, quand le street lifting a émergé, il y avait très peu de coachs spécialisés en street lifting qui étaient positionnés et que les gens préféraient faire plus confiance, ce qui était logique, à des coachs en powerlifting et que Ouais. ça, c'est totalement en train de changer, de s'inverser et que maintenant, les gens qui font du street lifting se font coacher par des coachs en street lifting, ce qui est logique. Ouais, je voulais juste du coup revenir sur le point avant où tu disais Vas-y. que pour le coach, il fallait aussi voir tu vois, le résultat de ces athlètes. C'était le point avant que je voulais revenir dessus. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve aussi que ça a des limites parce que si tu prends un athlète tu vois, qui est vraiment débutant, même si tu lui fais une programmation, on va dire, un peu bancale, il va quand même progresser. Tu C'est vois? pour ça qu'il faut avoir un panel de personnes, par exemple, quand vous êtes coach dans n'importe quelle discipline, des débutants, des intermédiaires, des gens qui font des compétitions, pour que, on va dire, vos potentiels coachés s'identifient, puissent s'identifier aussi à la personne que vous avez coachée initialement. Donc ça, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Si par exemple un coach, je sais pas, il montre que des débutants, bon, bah ça aussi, ça peut potentiellement cacher quelque chose. Ou après, ça se trouve qu'il est très bon aussi. Mais de toute façon, il y a un moment donné, il faut se lancer aussi, hein. Faut analyser et tout, mais il faut pas non plus être dubitatif comme ça et analyser le truc pendant 10 ans, quoi. Et ça peut peut-être être un point aussi à rajouter pour un bon coach. Je pense qu'un bon coach, c'est aussi quelqu'un qui arrive à faire progresser tout type, enfin tout profil différent, et pas juste un seul profil. Ça, je pense que Exactement. c'est une compétence qui vient peut-être un peu plus avec le temps parce que c'est plus délicat. Mais je pense que c'est un bon indicateur aussi à prendre en compte. Et après, il y a un problème qui peut se poser. Et là, c'est moi qui vais te poser une question. Vas-y. À ton avis, qu'est-ce que tu en penses justement tu vois, d'un coach qui vient tout juste de commencer son activité, tu vois, qui commence depuis quelques mois et du coup, il n'a pas forcément encore de résultats à afficher de ses athlètes. Comment est-ce que tu peux justement faire confiance à un coach comme ça qui n'a pas encore d'expérience? Parce qu'il y en a, tu vois, des coachs qui n'ont pas d'expérience, qui commencent, mais forcément, il faut bien qu'ils commencent et qui souvent, il faut le dire, ils sont un petit peu moins onéreux. Comment on fait du coup pour savoir si on peut, à ton avis, leur faire confiance ou non? Bah, moi, je dirais que ça va aussi vachement se faire sur bah, ce qui démocratise en termes de connaissances. Est-ce que Ouais. c'est des connaissances pertinentes? L'authenticité aussi, ça, on n'en a pas parlé, hein. Mais tu sais, ça, les gens ne sont pas bêtes s'ils le voient, les gens qui jouent un rôle ou qui sont authentiques. Après, ça, ça va être très personnel. Il y a des gens qui vont pas faire attention à ça. Mais je trouve que sur les réseaux, c'est important aussi de garder sa personnalité et de pas s'inventer une vie, quoi. Parce que ça, on le voit aussi vachement Mm. souvent. Donc, pour répondre à ta question, restez authentique qui vous êtes. Peut-être dans un premier temps aussi, inspirez-vous des gens qui ont peut-être enfin, fait leurs preuves avant vous. Et puis aussi, voilà, essayer de proposer du contenu pertinent. Et même si c'est des choses qui ont déjà été traitées, peut-être apporter vous votre touche personnelle et peut-être la petite chose en plus qui va rajouter de la valeur ajoutée. Parce que ça aussi, c'est un truc que je déplore pas mal. C'est des coachs qui sont là, qui parlent de concepts, de trucs et tout pendant 3 heures. Mais au final, derrière, il n'y a rien. C'est le néant, en fait. Tu regardes le truc, tu dis en soi, tu vois, c'est intéressant, tu vois, c'est une discussion qui est agréable à entendre. Mais derrière, qu'est-ce que moi je peux mettre en pratique bah, demain quand je vais aller m'entraîner, tu vois? Et c'est ce que, avec Victor et avec les intervenants qu'on a ici sur le podcast, et t'en fais partie, et ben en fait, c'est ce que j'essaie de démocratiser et ce que je trouve hyper important, c'est que il faut savoir donner avant de recevoir. Et donc voilà, pour un coach débutant,
même si lui, il n'a pas le panel d'athlètes en fait qu'il peut mettre en avant, je pense qu'il y a d'autres qualités qu'il peut mettre en avant aussi. Ok, super. Bah, je te remercie pour la réponse, parce que moi, c'est une question que je me suis posée, même moi, il y a quelques mois, hein, tu vois, j'ai pas honte de le dire, donc merci pour ta réponse. Et du coup, donc pour l'aspect coach en power qui coach en streetlifting, je t'avoue, moi j'ai une réponse assez mitigée. Au début, je me disais aussi effectivement, bah, comment tu veux encadrer un sport que tu ne pratiques pas. Sauf que c'est vrai avec les mois, force est de constater quand même qu'il y a eu des gens, enfin moi je connais des personnes qui se sont faites coacher par des athlètes, par des coachs en powerlifting et qui pour autant ont quand même eu des belles évolutions. Donc je t'avoue que moi j'ai un avis un peu mitigé, partagé. Après, je sais que moi personnellement, jamais je me ferais coacher par quelqu'un qui fait du power, ou alors je lui demanderais juste une prod pour le squat, quoi. Mais Comme sinon, ça, comme ça se voit régulièrement d'ailleurs. Ouais. oui, c'est ça. Après, bon, Ouais, c'est le mouvement qui coûte le plus. si je pouvais nuancer pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, Ouais. je ne dis pas que tous les coachs en powerlifting ne sont pas bons en coach en streetlifting. C'est juste que je pense que le niveau de connaissance pour l'instant est beaucoup plus élevé en powerlifting, ce qui est d'une certaine manière transposable sur le streetlifting. Et en gros, le street lifting a encore une marge de progression en fait avant d'atteindre un niveau de connaissance équivalent au powerlifting. Et une fois que ça sera atteint et uniformisé, on va dire, là, bah, je pense que là, la question ne se posera plus et les gens iront vers le street lifting parce que les coachs en street lifting auront des connaissances que les powers n'auront pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, les coachs de streetlifting, souvent aussi, faut dire ce qui est, la plupart, ils savent pas se vendre. Alors qu'en power, ça fait plusieurs années déjà qu'ils coachent et qu'ils ont l'habitude de se vendre un peu sur les réseaux, de faire de la com, etc. Bah tu vois, c'est en train vachement aussi Oui, d'évoluer. c'est Euh, vrai. et c'est vrai que c'est peut-être moins le cas en street lifting, mais je pense que ça, c'est un truc qui va évoluer avec le temps. Et il y a des gens qui vont émerger, même peut-être de nulle part, et puis qui vont percer comme ça, c'est clair. Et puis le power, c'est plus développé, même au niveau de la fédération, etc. Globalement, on peut le dire, il y a plus d'argent, il y a l'aspect financier est plus important. Il y a peut-être aussi, et moi ça c'est une analyse que j'ai faite, après libre à vous d'avoir la vôtre, mais c'est que en powerlifting, globalement, les gens ont plus d'argent. Euh, c'est peut-être un public un peu différent qu'en streetlifting. Et du coup, ça aussi, ça fait que derrière, il y a plus de moyens au niveau de la com, au niveau des coachs, etc. Mais voilà, on espère vraiment que ça va être transposable, ça, au streetlifting. Et franchement, je pense qu'on est vraiment en bonne voie, quoi. Ouais. Oui, c'est un bon choix, ouais, c'est sûr. Et j'avais un dernier petit sujet d'actualité, un petit sujet croustillant. C'est sûr. Ouais. C'était le fait de ne pas avoir un niveau, on va dire, élite, entre parenthèses, en 7 rep avant de se mettre au street lifting. Ce que je veux dire par là, c'est, je sais pas, qu'il faudrait, par exemple, tant de répétitions, et quand je dis tant, c'est un nombre important, en traction ou en dips avant de passer sur du street lifting. Qu'est-ce que tu penses de ça déjà? Bah écoute, c'est le débat actuel, hein, donc, je pense que tout le monde a un peu commence à réfléchir, à lire les arguments des uns et des autres. De ce que j'ai pu voir, et moi je pense pareil, c'est qu'on est tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut être à l'aise au poids du corps avant de se lester. Ça, de toute façon, c'est la même logique que la surcharge progressive. C'est OK, je maîtrise cette étape, je suis à l'aise, hop, bah, je passe à l'étape d'après. Et après, là, se pose la question, justement, il y en a qui a une team qui aimerait passer plus de temps au poids du corps, faire du set and rep avant de se lester, et une qui dirait, bah, dès que tu es à l'aise au poids du corps, vas-y, envoie. Euh, il y a des bons arguments dans les deux versions. Je pense que le plus important qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement le goût de la personne, l'adhérence, ce que la personne veut faire et ce qu'elle préfère faire.
si tu as un athlète qui veut absolument se lester parce que c'est les sensations qu'il préfère, il veut quantifier une charge, ça sert à rien de lui dire bah attends, fais 6 mois de poids du corps. Parce qu'il ne va pas adhérer, il ne va pas aller s'entraîner avec envie et il ne va pas mettre l'intention qu'il faut. Après, dans les faits, est-ce que c'est vrai que faire du set and rep, ça t'aidera après à commencer à lester avec un plus gros niveau? Pour moi, oui, c'est sûr. Ah, bien sûr, hein. Moi aussi, là-dessus, Ah, je pense qu'il n'y a aucun débat. De toute façon, on le voit, hein, les mecs qui sont bons en street, en set and rep, ils commencent, ils ont déjà un super bon niveau en street lifting, en ce qui concerne en tout cas 3 mouvements sur 4. oui. Et ça, en fait, la réponse que tu as eue là, franchement, tu vois, je m'attendais pas encore une fois à ce truc-là, mais je trouve ça hyper intéressant et je te rejoins. Et c'est un truc, j'avais même pas pensé à ça, mais c'est tellement évident et personne l'a dit ce truc-là. Et c'est un truc qui est logique. Si la personne, elle se sent, on va dire, restreint parce que tu lui imposes d'atteindre tel niveau en street workout avant de passer en street lifting, en gros, elle va perdre l'adhérence au programme, au coaching, et peut-être même, je sais pas, peut-être dans le pire des cas, elle va arrêter, quoi, tu vois, parce qu'elle va être blasée. Et moi, je pense que, et ça, on en a parlé en off tous les deux, c'est que je pense qu'il faut vraiment apporter de la nuance et il faut pas être dans les extrêmes en mode, tu vois, par exemple, là, tu disais, toi, tu as été champion de France ou vice-champion de France de traction. Troisième. Troisième. Il Et tu as n'y fait, a pas de petit. t'as fait T'as 37, vu, c'est ça? ouais, 37 de mémoire et 36 validés ou une connerie comme ça. Ok. J'ai plus la vidéo, du coup, j'ai plus le nombre de reps. Je sais pas combien j'ai fait exactement. Vous imaginez, vous, je sais pas, il y a un athlète, bon, tu as au hasard, comme moi, qui, qui fait 95 kilos. Est-ce que vous pensez que en fait, lui imposer d'avoir un standard hyper haut, Hmm. genre 30 reps aux tractions avant de se lester, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Je pense que non, tu vois. Euh, Non. mais ça, encore une fois, c'est individualisé. Et effectivement, enfin, aussi, faut prendre en compte aussi les désirs de la personne. Parce que nous, on va accompagner la personne, mais aussi on est à l'écoute, comme disait Gigi, et on va apprendre aussi, comment dire, enfin, ce que veut la personne, ce qu'elle aimerait faire, etc. Et si tu lui imposes une méthode, genre en mode, bon, tu voulais faire du street lifting, vas-y, on va faire que du set and rep, tu vois. La personne, je suis pas sûr que tu vas la garder longtemps en Bah non, coaching. ah oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr. ouais, ouais, je pense que Hmm. voilà, tu vois, là, faut pas être dans les extrêmes et puis faut aussi apaiser les choses, tu vois, pas être dans l'irrespect, dans les trucs, même si on n'est pas d'accord, faut dialoguer. On n'est même pas Hmm. obligé forcément de l'exposer sur les réseaux, tu vois. On peut avoir des discussions en privé hyper constructives. Et puis voilà, je pense qu'on va finir le podcast en disant que voilà, faut pas avoir des camps, faut qu'on prenne ce qu'il y a de mieux Ouais, dans ouais. chacune des pratiques, etc., mais pas tout le temps les mettre en opposition. On sait maintenant que c'est deux choses qui sont quand même très différentes maintenant et l'écart se creuse petit à petit. Voilà, faut respecter les deux pratiques et Ouais. même si on a des divergences sur les points de vue, en vrai, franchement, la plupart du temps, on est d'accord sur 90-95% des trucs, quoi, tu vois. C'est des Ouais, ouais. petits détails. Voilà. Est-ce que je peux développer encore un petit peu le point ou Vas-y, pas, ou on vas-y, a plus? Gigi, vas-y, je t'en prie. Je peux développer parce que bah, moi, cette rêve, c'est vraiment de là où je viens et c'est mon petit bébé. Je connais assez bien. Et vision, tu vois, que ceux qui sont vraiment très axés street lifting n'ont pas forcément parce que pour eux, le set and rep, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux, c'est-à-dire un mec qui s'arrache sur un max de traction, etc. Après, le set and rep, tu vois, c'est pas forcément que des max reps. C'est vraiment juste le fait de faire du poids du corps, mais tu as plein de façons de le faire. Tu vois, tu as par exemple des sets sur barre, un truc tout con, tu vois, mais il y en a, ils vont faire des, tu vois, un traction, un muscle up, un dips, barre, tu vois.
juste un set tout con comme ça, et ils vont essayer de le faire le plus vite possible en, mettons, 2-3 secondes, tu vois. Et ça, par exemple, tu vois, c'est des choses qui font partie pour moi du set and rep, et qui ont un transfert énorme sur justement le lesté, parce que tu recherches de la vitesse, de l'explosivité, etc. Et donc, tu vois, pour moi, quand je parle de set and rep, je ne vois pas forcément que un niveau de répétition à atteindre, c'est vraiment une aisance générale de son propre poids du corps, c'est-à-dire bien contrôler sur de la vitesse, comme sur de l'endurance avec des séries longues, etc. C'est vraiment toute une façon de faire, de manier son poids du corps, en fait, dans l'espace, etc. Donc moi, je sais, parce que en fait, je dis ça parce que je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus, donc peut-être qu'il y en a qui voudront me reprendre. Et pour moi, les set and reps, quand je parle de ça, c'est pas forcément voilà, avoir 30 tractions. Je parle pas forcément d'un nombre de répétitions, je parle, tu vois, d'une aisance générale à avoir, en fait. Ouais, D'une, c'est une philosophie presque. ouais, c'est presque, en fait, c'est ça, en fait, c'est presque une question de philosophie. Et après, c'est ça qui fait la richesse de l'entraînement, c'est que chaque entraîneur a sa philosophie, sa façon de voir les choses. Tu as plein de chemins différents qui mènent après au résultat, tu vois. Et ce qui compte après en compétition, c'est juste le résultat. C'est pas par quel chemin tu es passé. Exactement. Mm, Et mm. bah, super mot de la fin, ça. Et donc, alors, où on peut te retrouver, mon cher Gigi? Ouais, sur Insta. Donc, c'est quoi ton nom sur Insta? C'est Gigi A-Squad, Ok. tout simple. Et Après, t'as si les gens bon, rapidement, tu marques Gigi. Gigi, c'est bien la lettre J deux fois, hein, c'est pas le G et le I deux fois. Parce que des fois, il y en a qui écrivent ça comme ça. Ok. Donc D'accord. Est-ce voilà. qu'il y a d'autres réseaux où tu es, où on peut te contacter? Non, enfin, principalement sur Insta. Ok. Et sinon, je vous invite à aller sur le compte de la Squad, donc de mon association, de mon équipe. Surtout si vous êtes dans la région de la Bretagne, si vous voulez participer à des événements, donc soit en street lifting, soit en poids du corps, ou même potentiellement intégrer l'équipe, parce qu'on fait, en fait, c'est une équipe professionnelle, etc. Donc si jamais il y en a que ça intéresse, allez checker rapidement. Ok, donc allez voir les deux comptes là, Gigi Esquad et la Esquad. Et ben Et merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent parce qu'on a parlé de trucs vachement intéressants. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Vous pouvez donc laisser des commentaires, liker sur YouTube, nous commenter aussi sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut! salut!